le début de la rencontre. C'est débuté, Carole. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Merci beaucoup de votre disponibilité à cette rencontre de présentation de l'offre de services de la Société de transport de Laval. Donc, c'est une petite habitude qu'on a pris à la table régionale de concertation des amis de Laval de vous offrir comme ça, entre là, j'ose dire une fois par mois. Jusqu'à maintenant, on suit la cadence. Une rencontre de présentation d'offres de services. Donc, le mois dernier, c'était le 211 Grand Montréal. Et on trouvait ça intéressant d'offrir à la STL la possibilité de s'adresser à vous et de présenter de façon plus spécifique l'offre de services qui est offerte à la population aînée sur le territoire de Laval. Alors, il y a plusieurs thèmes qui vont être abordés au cours de la rencontre et vous allez pouvoir évidemment poser vos questions, donc que ce soit en levant la main ou dans le clavardage. Et ça fera plaisir à nos invités présentateurs d'y répondre, j'en suis certaine. Alors, sans plus tarder, je vais vous les présenter. Il s'agit de Mathieu Lacombe, que vous connaissez probablement, qui est conseiller développement et partenariat, aussi développement et innovation. Bonjour Mathieu. Bonjour Carole. Il est accompagné par Amélie Asselin, conseillère communication et multimédia. Donc, bonjour Amélie. Bonjour. Et il y aura également Marie-Lou Gagnon qui est à la planification aux lignes dédiées. Donc, c'est un élément de la présentation, un sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions plus spécifiques sur cette thématique, eh bien, Marie-Lou sera en mesure d'y répondre avec ses collègues. Alors, encore une fois, merci d'être avec nous et puis je laisse Mathieu prendre le relais de la présentation. Parfait, merci Carole. Bonjour tout le monde. Ça nous fait vraiment plaisir de vous présenter nos services. Je pense que c'est important qu'on prenne le temps de le faire à certains moments. Donc, sans plus tarder, je vous partage mon écran, puis on débute avec ça. Donc, on va vous présenter nos services sous l'angle du parcours client. Est-ce que vous voyez la première slide en ce moment, qui s'appelle le parcours client? Juste pour être certain que vous voyez la bonne, là. Oui. Oui. Parfait. Donc, mettre en présentation. Pardon? Oui. Donc, le parcours client, c'est... Attendez. Est-ce que vous voyez la bonne slide? Là, tu es en train de dérouler la présentation, mais on la voit tout de même. C'est parfait. OK, parfait. Voilà. On a fait des tests avant que vous arriviez, donc c'est pour ça qu'on n'était pas à la bonne. C'est ça. Donc, le parcours client, c'est toutes les étapes que les clients, vous devez parcourir pour planifier et réaliser un déplacement sur le réseau régulier. Donc, on va vous présenter nos services sous cet angle-là. Je vais partager la présentation avec Amélie. Comme l'a dit Carole, il y a Marie-Lou Gagnon qui est à la planification chez nous, qui est là pour écouter aussi puis entendre vos besoins, le cas échéant, par rapport aux lignes dédiées surtout. Les lignes dédiées pour les résidences pour aînés que vous connaissez peut-être. Donc, on commence par le réseau. Le réseau de la STL, c'est 20 millions de déplacements chaque année. On a 350 bus, 2717 arrêts, dont 1268 sont accessibles, 564 abribus, dont 454 sont accessibles. Quand je parle d'accessible, un arrêt accessible ou un abribus accessible, ce que ça veut dire, c'est qu'il est libre d'obstacles. Surtout si vous voyagez en fauteuil roulant, par exemple. Donc, cet arrêt-là ou cet abribus-là, on peut y déployer la rampe d'accès de l'autobus facilement. Vous pouvez manœuvrer facilement sans entrave avec votre fauteuil. Il y a un bateau pavé à proximité. Ça, c'est une descente de trottoir, ce qui vous permet de ne pas être prisonnier de l'arrêt. Donc, c'est ça un arrêt accessible ou un abribus accessible. 46 lignes d'autobus, 20 lignes accessibles, 14 lignes de taxi collectif et 8 lignes dédiées qui desservent 38 résidences pour aînés. Et c'est de ça que je vous parle ici. Donc, les lignes dédiées aux résidences pour aînés, il y en a, c'est les lignes 101 à 107, puis il y en a une de plus, on va voir tantôt, qui sont divisées par quartier ici, là, donc Chemédé, Sainte-Rose, Pont-Viau, Vimont, Saint-Vincent-de-Paul. Vous voyez les résidences qui sont desservies à droite dans le tableau. Il y a la ligne 105, 106, 107, Fabreville-Laval-Ouest, Chemédé, Laval-les-Rapides. Donc, ces lignes-là sont vraiment dédiées. Donc, c'est seulement pour les aînés
pour les résidences pour aînés et elles desservent des lieux qui sont de grands générateurs de déplacement là, pour vous. Donc, centre d'achat, pharmacie, etc. Et ces lignes-là, si vous le souhaitez, si vous avez pas des commentaires, mais des suggestions à faire pour améliorer le service de ces lignes-là, c'est le bon moment de nous en faire part parce qu'on est toujours à l'écoute et on veut toujours s'assurer qu'elles répondent aux besoins des aînés pour qu'elles soient utilisées au maximum. Donc, nous, chaque demande qu'on reçoit, on va l'analyser, on va regarder si c'est possible. Puis, si on peut les bonifier, on va le faire. Il y a aussi la ligne T29 qui dessert la résidence Sélection Retraite Panorama, mais cette résidence-là, c'est du taxi collectif sur appel. Et je laisse Amélie pour les tarifs. Parfait. Donc, les tarifs, vous le savez peut-être déjà, mais à Laval, on a la chance d'avoir le titre Horizon 65+, qui donc s'adresse à tous les gens qui demeurent à Laval de plus de 65 ans. Tu peux changer la slide, Mathieu, s'il te plaît. Donc, ça, c'est un titre qui est valide pendant 7 ans. C'est le gros avantage, c'est qu'on peut aller le chercher en billetterie avec une preuve de résidence. Et puis, après ça, on paye 15 $ pour la photo et c'est bon durant 7 ans. Mais c'est important de savoir que c'est bon pour les autobus de Laval seulement, pas pour le métro. Pour les gens qui prennent le métro, tu peux avancer, Mathieu, qui prennent le métro ou qui vont à Montréal, dans ce cas-là, avec la nouvelle grille de tarifs dans la région métropolitaine, les gens ont besoin d'un titre tout mode AB. Donc, même si vous prenez le métro à Laval, dans une station de Laval, ça prend un titre tout mode AB parce que là, on change le mode. Donc, la région métropolitaine a changé de zone. Là, à Laval, on est en zone B, Montréal est en zone A. Donc, si on change de zone ou si on change de mode de transport, c'est là qu'on a besoin de ce titre-là. Qui se vend en 1, 2 ou 10 passages, mais on doit le mettre soit sur une carte opus occasionnelle ou sur une carte opus dédiée à ça. Donc, si vous prévoyez faire des voyages à Montréal ou en métro, c'est important. L'idéal, c'est vraiment de se planifier ça à l'avance pour être capable de payer tout de suite le bon tarif. Puis, il y a quand même des passages, des tarifs réduits là, de 3 $ pour un passage, puis c'est sûr que ça revient moins cher si on en achète plusieurs. Donc, je profite de l'occasion pour un peu départager ce qui doit être fait en billetterie et ce qui doit être fait en point de vente, parce que des billetteries métropolitaines, on en a 2 sur le territoire, donc au terminus Cartier et Montmorency, tandis que les points de vente, il y en a 40 à travers la ville, donc épicerie, pharmacie, dépanneur. Donc, si c'est pour acheter un titre, ou une carte opus ou une carte occasionnelle. En point de vente, c'est possible de le faire. Donc, c'est souvent plus pratique près de chez vous. Il y a une pharmacie, il y a une épicerie. Les billetteries métropolitaines, c'est vraiment pour avoir le titre Horizon 65 sur une carte opus avec photo. Acheter des titres pour le tout mode AB ou ça peut être aussi planifier un trajet. Donc là, on est vraiment en personne avec des préposés qui peuvent vous aider là, à planifier votre déplacement. C'est aussi possible de payer en argent comptant. Quelqu'un qui serait vraiment un utilisateur occasionnel de l'autobus qui se dit « j'ai pas envie d'aller en billetterie, aller chercher mon titre Horizon 65 », c'est quand même possible. À ce moment-là, si on paie vraiment de façon au déplacement, c'est 3,50 $ en argent comptant ou par carte de crédit. Donc là, à ce moment-là, on n'a pas accès aux tarifs réduits pour les aînés et le métro reste là à 3 $. Puis la carte de crédit, c'est possible dans tous les autobus de Laval et le déplacement à 3,50 $, c'est aussi seulement dans les autobus à Laval. Donc, on ne peut pas transférer avec le métro après. Si on veut transférer, on a besoin d'avoir le tout mode AB qu'on a acheté d'avance. Ce qu'on vous présente ici, avec les années, les technologies ont évolué et donc les machines se sont accumulées en avant de l'autobus. Donc, on démystifie qu'est-ce qu'on tape où, qu'est-ce qu'on met où, pour ne pas avoir de surprise avant d'embarquer dans l'autobus. Donc, le numéro 1, c'est ce qu'on appelle la boîte de perception. Si on choisit de payer comptant ou si on a payé comptant dans l'autobus d'avant et qu'on a une correspondance, c'est là qu'on va la mettre.
Le numéro 2, c'est ce qu'on appelle le valideur. C'est là qu'on tape la carte Opus, comme vous pouvez le voir. Si vous avez une carte occasionnelle aussi, parce que vous avez acheté des titres tout mode AB, c'est là qu'on la tape. Et le numéro 3, le terminal, c'est là où on tape la carte de crédit si on choisit de payer 3,50 pour un déplacement ou éventuellement la carte de débit. Ce n'est pas encore là, mais ça s'en vient. On le travaille actuellement là-dessus. Une chose que je veux préciser pour la carte de crédit, si on fait un déplacement qu'on veut payer de façon unitaire, mais qu'on a 2 autobus à prendre, la carte de crédit va être reconnue dans le 2e autobus. La correspondance se fait automatiquement. Donc, si on embarque dans l'autobus, on tape, on a notre 3,50, l'autobus suivant va reconnaître qu'on a payé dans une période de 120 minutes. Toutes les correspondances sur le réseau, si on a 2 autobus à prendre, on a 120 minutes pour le faire, à partir du moment où c'est activé. Amélie, je me permets de t'interrompre parce qu'on a une question dans le clavardage. Tu as fait référence à la carte Horizon 65. Alors, on demande, est-ce que c'est possible d'obtenir la carte Horizon 65 sans avoir à se déplacer au métro? Les usagers de la personne qui pose la question, elle dit, mes usagers sont actuellement membres du transport adapté, c'est très compliqué de les accompagner au métro. En distance, serait plus accessible. Vite comme ça, je ne suis pas certaine, mais je vais vérifier parce que les services du transport adapté, c'est souvent différent. Donc, on va en parler un peu plus tard. Je vais vérifier pour vrai. Je crois que non, mais je pourrais me tromper. Fait que je me suis pris une note parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la carte sert, en fait, ça prend une carte avec photo, donc qui identifie la personne, il faut valider son lieu de résidence, il faut aussi prendre sa photo. Je ne suis pas certaine, mais je vais vérifier parce qu'il y a peut-être des accommodements qui sont faits pour les usagers du transport adapté. Ce n'est pas impossible. Merci, Annie. Maintenant, on va parler des horaires. Comment consulter un horaire, parce que c'est quelque chose qui évolue aussi. C'est ça, quelqu'un va répondre à ma place, bon, il n'y a pas d'accommodement. Je vais quand même prendre la peine de le souligner à mes collègues là, pour voir si c'est dans les projets ou non. Là. Je vais valider, puis je vous reviendrai là, par courriel pour faire un suivi là-dessus. Pour les horaires, il y a différentes sources d'informations pour consulter ces horaires. Mais la source, ce que j'appelle la Bible, littéralement, c'est vraiment le site Internet. Donc, la section des horaires, c'est là où on peut trouver les horaires de toutes les lignes à tous les arrêts. On peut se planifier un trajet. On peut aussi l'imprimer à partir de là. On peut l'envoyer par courriel ou pour l'imprimer. Puis, on a l'horaire qui est complet en format PDF. Présentement, vous connaissez peut-être les dépliants horaires qui sont imprimés, mais à partir du mois de janvier, il n'y aura plus d'impression et de distribution de dépliants imprimés. Au niveau environnemental, là, la décision a été prise d'ajouter ce geste-là pour la protection de l'environnement. On travaille beaucoup en réduction des GES. Bien là, cette fois-ci, on a ajouté ça parce qu'il y avait beaucoup trop, je pense que c'était quelque chose comme 300 000 dépliants qui étaient imprimés chaque année et il y en avait beaucoup trop qui n'étaient pas utilisés. Donc, on est en train de faire une transition pour avoir là, les horaires numériques. Donc, mais avec différentes options. Comme je vous disais, là, vous avez ces différentes options-là sur le site Web. Je vais aussi vous parler plus tard là, de différentes options, mais ce qu'il faut comprendre, puis Mathieu, tu peux passer à la prochaine diapo. Dans le fond, les horaires changent habituellement 3 fois par année, donc en janvier, en juin, en août. Des fois, ça arrive que ça change au mois de mars aussi. Dans ce temps-là, c'est sûr que c'est toujours annoncé. Donc, ça fait partie des bonnes pratiques. Puis, ce qu'on s'attend, des organismes en soutien aux aînés ou des résidences, idéalement, ça serait d'afficher les horaires sur le babillard si c'est possible. Il y a toujours aussi possibilité de les imprimer à la bibliothèque municipale. Donc, c'est sûr que ça demande un changement pour la clientèle aînée de ne plus avoir de dépliants horaires imprimés, mais on pense qu'avec le service à la clientèle, avec les outils qui sont déjà en place, les gens vont pouvoir graduellement là, effectuer la transition pour aller chercher leurs horaires. L'autre façon d'aller chercher les horaires, Marie-Lou, tu voulais ajouter quelque chose tout de suite? Tu as levé ta main? Oui, j'allais juste me permettre que pour les lignes dédiées, en fait, des lignes de résidence, les horaires changent très rarement.
Donc, on ne les change pas là, 3 fois par année, on les change vraiment à la demande de façon très ponctuelle ou s'il y a des arrêts qui sont déplacés ou ajoutés sur le tracé, là. Donc, c'est juste ça que je voulais ajouter. Super. Puis, présentement, c'est sûr que sur le site web, le dépliant complet, c'est l'ancien visuel qui était là. Des fois, c'est un petit peu petit. On est en train de travailler pour l'horaire du mois de janvier. On a vraiment simplifié la mise en page pour que l'impression soit en le moins de pages possible, soit aussi beaucoup plus claire, en noir et blanc. On a enlevé tout ce qui était esthétique. Je veux dire, c'est quand même agréable à regarder, mais on a vraiment voulu miser sur simplifier l'information puis la présentation pour que ça soit là, le plus clair possible. Et une autre façon d'obtenir les horaires, c'est le service par SMS, par texto. Donc, ça, c'est la grosse différence, c'est qu'on parle des horaires en temps réel. Sur chaque arrêt, il y a un numéro à 5 chiffres. Il suffit d'envoyer un texto au numéro 511785 et tout ce que vous avez besoin d'envoyer, c'est les 5 chiffres de cet arrêt-là. Et en quelques secondes, on obtient les 3 prochains passages en temps réel. Donc, c'est une belle façon aussi, quand, par exemple, on peut arriver à l'arrêt, des fois, on n'est pas sûr, il est-tu passé l'autobus? C'est une façon de savoir là, s'il s'en vient ou s'il est un petit peu en retard, de savoir qu'il faut rester à l'arrêt parce qu'il va arriver dans 3 minutes, par exemple. Les horaires des jours fériés. Mathieu, merci. Le service des jours fériés est toujours déterminé à l'avance. Donc, ça, je les ai mis pour 2022 parce que je n'avais pas encore ceux de 2023. Les jours fériés, c'est toujours le samedi ou le dimanche, le service. Puis ça, on le sait, là, un an d'avance. Fait que sur un an d'avance. Au mois de janvier, on va le mettre pour l'année là, sur le site web. Donc, ça, c'est toujours prédéterminé. Il ne faut quand même pas se laisser prendre. Par contre, sur les lignes dédiées aux résidences pour aînés, comme il n'y a habituellement pas de service le samedi ou le dimanche, ça veut dire que les jours fériés, il n'y a pas de service, malheureusement. Donc, ça, dans ce temps-là, les gens peuvent, en cas de besoin, utiliser le réseau régulier avec ces horaires-là. Et à noter aussi que le centre contact client, qui est le service à la clientèle au téléphone, adopte aussi l'horaire du samedi ou du dimanche. Dernier point pour les horaires qui peut être quelque chose de facilitateur. Sur le site web, on a ce qu'on appelle un compte client, dans le fond, un compte personnalisé. Quand on crée son compte et qu'on met ses lignes favorites, on peut s'abonner à des alertes. Donc, on peut choisir soit par courriel ou par texto de recevoir des alertes. Comme ça, quand il y a un retard important ou une annulation de service, on reçoit une alerte et on peut planifier là, ses déplacements en conséquence. Pour les horaires aussi, ce que je veux préciser, c'est qu'en cas de besoin, on est conscient que les gens n'ont pas tous accès à Internet ou à un ordinateur ou ne fréquentent pas les lieux qui en ont. En cas de besoin, les agents du service à la clientèle peuvent aussi envoyer des dépliants horaires, dans le fond, une copie des dépliants par la poste. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible. Ce n'est pas aussi immédiat, mais ils sont quand même là, disponibles là, pour faire offrir ce service-là en cas de besoin quand les gens appellent. Je reprends la parole. Merci, Amélie. Je vais parler un petit peu d'accessibilité universelle. Si je suis capable de changer la slide. Voilà. Donc, le réseau de la STL comporte 20 lignes accessibles. Quand on parle d'une ligne accessible, c'est une ligne qui est opérée par des autobus qui ont des rampes d'accès. Donc, si vous voyagez sur ces lignes-là, vous êtes assuré que l'autobus qui passera à l'arrêt aura une rampe d'accès. L'enjeu ici pour nous, c'est que 72% de nos autobus ont des rampes d'accès, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas en déployer sur toutes les lignes. Donc, si vous voyagez sur les lignes accessibles, ça va bien. Donc, toujours valider, évidemment, l'accessibilité de votre arrêt de départ et d'arrivée avant de partir. Je pense que les gens qui se déplacent en fauteuil sont habitués de planifier un peu plus, avec un peu plus de précision leur déplacement parce qu'il faut s'assurer que l'arrêt de départ et l'arrêt d'arrivée soient accessibles. Sinon, le chauffeur ne pourra pas déployer la rampe d'accès. Il n'a pas l'autorisation de le faire pour des raisons de sécurité. Nous, les arrêts qui ne sont pas accessibles, c'est parce que ce n'est pas facile de déployer la rampe. Soit il va y avoir trop de pente avec la rampe, soit vous ne pourrez pas manœuvrer avec votre fauteuil, soit vous allez rester prisonnier du trottoir parce qu'il n'y a pas de descente de trottoir.
Donc, pour plusieurs raisons, si l'arrêt n'est pas identifié comme accessible, on ne déploie pas la rampe d'accès. Donc, vous voyez ici les lignes où elles sont situées sur la ligne, sur le territoire lavallois, là, sur la carte. Et puis, il y a aussi, depuis cette année, là, on peut voyager en dehors des lignes accessibles parce qu'il y a des arrêts accessibles sur tout le réseau. Donc, si vous voulez faire un déplacement en fauteuil roulant à l'extérieur d'une ligne accessible, c'est possible de le faire. Même chose, vérifier l'arrêt de départ, l'arrêt d'arrivée, est-ce qu'ils sont accessibles avec le planificateur sur le site web ou en appelant là, au centre contact client. Et il faut aussi valider un truc de plus, est-ce que l'autobus qui va passer a une rampe? Parce que là, sur ces lignes-là, on ne peut pas le garantir. Comme je le disais tantôt, on n'en a pas assez pour le faire. C'est sûr que quand ces autobus-là vieillissent, tranquillement, on les remplace par des autobus avec rampe. On pense que d'ici 2030, on aura 100% d'autobus avec des rampes d'accès. Mais en attendant, il faut appeler. Donc, si vous voyagez en dehors de lignes accessibles, à environ 10 minutes avant de partir, vous appelez le centre contact client, vous dites votre arrêt de départ, votre arrêt d'arrivée, votre heure de déplacement, et on va pouvoir vous dire si l'autobus aura une rampe pour vous garantir un déplacement le plus facile possible. Puis ce qu'on voit sur les arrêts, là, le petit schéma en bas, c'est que quand l'arrêt est accessible, il y a un petit logo comme ça dessus, ce qui vous garantit que c'est possible de déployer la rampe. Comment embarquer dans l'autobus? Ça s'adresse surtout aux gens qui voyagent en fauteuil. On a une petite vidéo. Là, je vais devoir départager et repartager mon écran. Je fais ça à l'instant. J'en profite pendant que Mathieu, tu fais ça pour dire que pour vérifier l'autobus accessible aussi, c'est aussi possible maintenant en ligne sur le site web. Quand vous allez voir le temps, vous allez faire dans le fond, vous allez chercher votre ligne avec votre arrêt. Vous pouvez, vous avez le temps planifié et dans le temps révisé, si le voyage est avec un autobus avec une rampe, vous allez l'avoir le picto aussi qui va s'afficher. Donc, c'est une autre façon de le faire là, si on a accès à Internet. Tout à fait. Merci, Amélie. Oui? Est-ce qu'il y a une question? OK. Est-ce que vous voyez mon écran YouTube? Oui. Parfait. Donc, je pars ça. Ça se peut que ça soit un peu saccadé. Ça l'était tantôt. C'est un peu en dehors de notre contrôle. Donc, vous allez voir 7 vidéos différentes, très courtes, qui montrent un peu le parcours client là, à partir du moment où on identifie le bon arrêt accessible jusqu'au débarquement et comment embarquer en fauteuil, annoncer son intention de monter, s'installer et descendre. Donc, ici, on vérifie que l'arrêt est accessible. On vérifie qu'on a le bon autobus, qu'il y a le symbole de fauteuil roulant. On mentionne que c'est une ligne accessible. Mais c'était quoi, là? Il encore. C'est des blagues. C'est des applis pour faire un traitement. Excuse-moi, Mathieu, je pense que Mme Chouinard a son micro ouvert et c'est le son ambiant qu'on entend. Valérie, est-ce que c'est possible juste de mettre votre micro en mode muet, s'il vous plaît? Je sais pas comment. Ah! Vous devriez avoir le logo d'un micro au bas de votre écran à gauche. Juste appuyer dessus, puis il y a une petite barre oblique rouge qui va s'afficher. Sinon, Alt-A, ça fonctionne. OK, attendez, là. Alt-A, vous me dites? Je fais pause. En même temps, il n'y a pas de son, il n'y a pas plus d'explications sur la vidéo, fait qu'on manque rien. Non, mais je voulais juste mentionner quelques trucs pendant que ça roule. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que vous avez trouvé comment faire mute? Pense tout, mais c'est correct. Il n'y a pas de problème. Bon, ben, je vais parler. Je voulais juste mentionner ici, quand on embarque dans l'autobus avec le fauteuil, il faut aussi valider, je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais que la dimension de votre fauteuil, elle est dans les dimensions permises. Là, il y a des maximums au-delà duquel ce n'est pas possible d'entrer dans l'autobus où vous allez rester carrément pris. Là. Donc, allez valider sur notre site web si votre fauteuil quadriporteur, triporteur, surtout, là, peut rentrer.
Donc, une fois à bord, c'est d'aller s'installer à cet endroit précis. Le dos vers l'avant de l'autobus. Bloquer les roues, c'est important. Quand on veut descendre, juste à appuyer ce bouton-là qui est tout juste à côté de vous sur votre gauche. Ce qui indiquera au chauffeur que vous voulez descendre. Et le débarquement s'effectue toujours à l'avant pour les fauteuils roulants, évidemment, parce que c'est là qu'il y a la rampe d'accès. Le chauffeur s'agenouille, déploie la rampe pour que la rampe s'il y ait le moins d'angle possible, que ce soit le plus facile. Est-ce que c'est aussi facile en hiver, Mathieu? Je mentirais de dire que ce l'est. C'est pas facile en hiver à cause du déneigement. Juste le remettre à la bonne slide. Là. OK. Le déneigement, on travaille conjointement avec la ville de Laval pour faire en sorte que ça soit mieux déneigé l'hiver, que nos arrêts accessibles soient déneigés en priorité. Puis on est très conscient que c'est pas parfait. Là. Donc, on essaie d'améliorer ça chaque saison. C'est pas facile de déneiger les arrêts accessibles parce que c'est un élargissement du trottoir, un arrêt accessible qui est à l'arrière. Donc, quand la chenillette elle passe, elle fait un banc de neige sur la dalle à l'arrière qui permet d'avoir un dégagement pour manœuvrer avec le fauteuil. Donc, il faut que la chenillette repasse ou qu'il y ait un tracteur qui passe ensuite. Donc, de trouver la bonne façon de le faire partout, là, c'est pas simple. Alors, c'est pas aussi facile l'hiver, malheureusement, pour l'instant. Est-ce que je suis revenu sur ma diapositive en ce moment? Vous voyez comment embarquer dans l'autobus? Oui. Oui, on voit l'autre d'après. Moi, tu es en mode, il faudrait juste que tu fasses basculer sur ton deuxième écran. Comme ça? Oui. Ouais. Parfait. Je vais vous parler un petit peu de transport adapté rapidement. Là. Moi, je ne travaille pas au transport adapté. Je vais vous donner les grandes lignes. Le transport adapté il est pour les gens qui ont une incapacité qui compromet grandement leur mobilité, qui fait en sorte que le réseau régulier, souvent, ne leur est pas accessible. Ces personnes-là doivent répondre à certains critères d'admissibilité. Ces critères-là ont été définis par le ministère du Transport du Québec et chaque demande là, est analysée par un comité qui inclut un représentant du réseau de la santé. Donc, il faut faire la demande à la STL. On regarde on étudie votre candidature. Si vous êtes admissible, vous pouvez poursuivre avec nous là, pour faire votre carte, etc. Ce que je voudrais mentionner par rapport au transport adapté, c'est que c'est vraiment une solution de dernier recours. Là. On encourage vraiment les gens à faire les déplacements sur le réseau régulier. C'est beaucoup plus flexible. Ça vous permet vraiment d'avoir plus d'autonomie, de vous déplacer quand vous voulez, aux heures que vous voulez. Tandis qu'au TA, il faut vraiment programmer nos déplacements, réserver nos déplacements. Donc, je vous encourage fortement à vous familiariser et à utiliser le réseau. Ensuite, rester informé. On achève, en fait, on a des façons de rester informé, de rester connecté à ce qui se passe à la STL. Il y a l'infolettre. Donc, vous pouvez vous abonner à l'infolettre sur notre site web. Vous le recevrez dans vos courriels. Il y a aussi via nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je suis certain que vous avez tous un compte Instagram ici. Non, je blague. Mais un compte Facebook, moi, je pense qu'il y a des chances. Facebook, j'y crois. Instagram, un peu moins. On n'est pas clientèle cible, Mais l'infolette est aussi une très bonne façon de rester informé de ce qui se passe, des nouvelles lignes ajoutées, etc. Et finalement, le centre contact client, c'est vraiment une bonne ressource également pour des questions, l'information, planifier vos déplacements. N'hésitez pas à nous contacter lundi ou vendredi, 6h30 à 8, samedi, dimanche, 8 à 5. Puis évidemment, le service est différent selon les jours fériés. Donc, appelez-nous, puis ça va nous faire plaisir de vous aider. Et voilà, ça complète la présentation de nos services. J'ajouterai quelques trucs là, avant de conclure. C'était vraiment un survol. S'il y a des besoins plus en profondeur de formation, de comment utiliser les réseaux réguliers, veuillez nous contacter.
il y a un projet qui s'en vient l'année prochaine qui s'appelle Mobilité inclusive, qui sera un programme de formation au réseau régulier pour les clientèles à besoins particuliers, avec qui ont des limitations motrices, etc. Ce programme de formation-là sera offert à tous et sera très complet avec une formation théorique, une formation pratique individuelle sur le réseau. Donc, ça sera vraiment une ressource intéressante. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Ben voilà, il y a peut-être d'autres choses aussi qui s'en viennent. On pourra vous en parler éventuellement. Donc, ben voilà, ça nous a fait plaisir de vous présenter ça aujourd'hui. Je prends vos questions. On prend vos questions. Merci beaucoup, Mathieu et Amélie. Effectivement, bien, on a fait un survol, comme vous avez pu l'entendre, en lien avec les lignes dédiées, les horaires, l'accessibilité universelle, le transport adapté. Je suis certaine que vous avez peut-être des questions. C'est le moment de les adresser à Mathieu ou à Amélie. En attendant justement que les gens se manifestent concernant les lignes dédiées, Mathieu, c'est évidemment ça parle de résidence. Est-ce que tu peux juste nous réexpliquer le fonctionnement et de quelle façon on pourrait ajouter des lignes dédiées? C'est quoi comment procéder si jamais on veut faire ajouter ce service-là? Parce qu'il semblait y avoir une ouverture de votre côté à augmenter peut-être le nombre de lignes dédiées. Donc, comment ça fonctionne, les arrêts en question, puis comment on pourrait élargir le service à ce niveau-là pour la population aînée? Ben, je pense que je ferais miroir à ma collègue Marie-Lou pour ne pas dire n'importe quoi à ce moment-ci. Il n'y a pas de problème. Ben oui, il n'y a pas de problème. En fait, pour l'ajout de résidences, de nouvelles résidences qui voudraient utiliser le service, souvent, ça passe par notre centre de contact client où des demandes sont directement envoyées. Nous, on les traite individuellement. Puis par la suite, ça ne veut pas nécessairement dire qu'une nouvelle ligne de service aux résidences va être créée, mais plutôt une résidence va être ajoutée aux lignes existantes là, qui desservent actuellement quand même assez bien l'ensemble des résidences sur notre territoire. On n'est pas fermé à ajouter des lignes, mais on n'ajoutera pas une nouvelle ligne pour une seule résidence, par exemple. L'objectif, c'est sûr, c'est de remplir nos autobus quand on vient desservir les résidences. Donc, on met plusieurs résidences sur une même ligne. Et sinon, pour ajouter là, des arrêts ou autres générateurs, bien, encore une fois, ça pourrait être de passer par notre centre de contact client, puis on va pouvoir analyser la pertinence. Présentement, je donne des générateurs comme ça là, qui sont populaires, qui regroupent souvent l'ensemble de nos lignes, comme le Carrefour Laval, le Centre Laval. Donc, on peut en ajouter des plus petits générateurs sur les lignes à la demande. Cet été, on a ajouté le marché 440 à 2 de nos lignes de résidence. Donc, encore une fois, ça sera d'analyser à la demande. Donc, pour que les gens comprennent bien, la ligne dédiée part de la résidence et fait des arrêts vraiment spécifiques, sont des points d'intérêt pour les personnes aînées, comme exemple Carrefour Laval. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre point d'arrêt sur ces lignes-là? Comme je disais tantôt, des fois, il y a des épiceries. Là. On a ajouté le marché 440. Il y a des bibliothèques, des centres communautaires. Donc, on vient regrouper là, les besoins des résidences qui sont sur les lignes. Puis, on vient ajouter d'autres arrêts là, à nos tracés. Effectivement, là, les lignes partent des résidences le matin. On a un voyage où les gens vont vers les générateurs, comme les centres commerciaux. Puis, un voyage l'après-midi qui viennent ramener les gens à la maison. OK. Il y avait justement une précision dans le chat, à savoir que les centres communautaires étaient desservis par ces lignes dédiées-là pour permettre aux aînés de... Actuellement, on n'a pas une desserte complète là, des centres communautaires, mais je crois qu'on en a quelques-uns là, sur certaines de nos lignes. Donc, encore une fois, ça pourrait être à la demande, analysé, voir la possibilité là, d'un point de vue opérationnel. Souvent, c'est ce qui est plus difficile là, avec les lignes de résidence, c'est qu'on parle quand même d'un véhicule qui a une grande dimension avec nos autobus, puis les centres communautaires sont souvent situés dans des quartiers résidentiels où les manœuvres d'un point de vue opérationnel sont difficiles à faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut analyser cas par cas. Mais je vous encourage fortement à les utiliser, ces lignes-là, ou à en faire la promotion là, auprès de vos membres, etc., pour qu'elles soient utilisées. C'est important que les autobus qui les desservent soient remplis c'est ça, pour que ça fonctionne bien et qu'on ait un beau succès avec ça. Puis j'ai vu là, vraiment dommage qu'on doive se rendre à un métro là, pour la gratuité dans le chat. J'aurais juste capté comme il faut le besoin, là, ce qui serait souhaité ou souhaitable, c'est quoi précisément qu'on puisse faire ça à distance ou Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez?
Oui. Oui, très bien. Oui. En fait, moi, je travaille avec une clientèle qui est en perte d'autonomie importante, là. Fait que quand je fais des demandes pour le transport adapté, bien, ils ne sont même pas en mesure d'aller au métro. Fait qu'on fait leur demande toujours tu sais, par courriel, évidemment, mais après ça, on ne peut pas faire de demande de carte puce. Fait que c'est des gens qui n'ont pas de carte de crédit, qui n'ont pas de monnaie habituellement avec eux, qui n'ont pas de famille pour les accompagner au métro. Fait qu'à chaque fois qu'ils doivent prendre le transport adapté, c'est vraiment compliqué juste de payer le 3,5 piastres. Fait que je ne comprends pas qu'on ne puisse pas envoyer la demande par courriel parce que c'est ce qu'on fait pour la demande de transport adapté. On envoie les photos par courriel, on envoie le papier après ça par la poste. Puis, je ne comprends pas pourquoi ça ne se fait pas de la même façon pour la carte Horizon 65. OK. OK, c'est bien reçu. Oui, on a moyen de le rester avec des collègues, là. Il y a certaines options qui sont offertes, entre autres, pour les. Je regarde les étudiants, il y a des portails en ligne. Fait que je ne sais pas si on a accès à certaines demandes par la poste. Je pense que ce n'est pas impossible, mais c'est ça. Je ne dis pas que ça peut se mettre en place rapidement. Ouais. En tout cas, la demande va être analysée parce qu'effectivement, ça peut être un frein là, à l'accessibilité. Là. Parce qu'à date, ce qu'on a fait, puis il y a eu une grosse confusion par rapport à ça, c'est qu'on m'a envoyé le formulaire de demande là, pour Horizon 65. Je l'ai renvoyé par la poste avec les photos par courriel. Puis là, ça a été tout un brouhaha parce qu'on me dit que la billetterie et la STL ne se parlent pas. Fait que je pense que ma demande avait été reçue au niveau de la STL, pas au niveau de la billetterie. La billetterie a pas moyen de les contacter. Puis là, vous avez comme plus de service client vraiment accessible non plus à la STL. Là. Quand on appelle, c'est vraiment compliqué à chaque fois. Là, on ouvre une demande, puis on nous rappelle 2 semaines après. Fait que, bref, toutes ces demandes-là que j'avais envoyées d'Horizon 65 par la poste avec des photos courriels, ils ont comme tout tombé dans l'oubli. Puis on a perdu les chèques de 15 piastres puis Alouette. Bref, il y a vraiment un problème de communication là, entre les deux. OK. Merci, Catherine, pour... Oui, merci du commentaire. On va regarder ça. J'ai vu qu'il y avait 2 mains levées. Là, je m'excuse, Mara et Guylaine. Je ne sais pas laquelle l'a levée en premier. Je vais y aller de façon aléatoire avec Mara. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Mara Audet, je suis directrice de l'Association La Valence pour le transport adapté. Je sais qu'il y a une ouverture, là, ça va se faire ou c'est en train de se faire. Là, je veux pas, je sais pas si j'ai le droit, là, Mathieu, tu me diras si je me trompe. Mais effectivement, pour les personnes au transport adapté, après, là, ça va se migrer. Une seule carte va être comme fonctionnelle avec la haute puce. Là. Donc, l'inverse, là, je ne sais pas par contre à quel moment ça va être fait, mais parce que nous, on a toujours fait des demandes et des revendications un petit peu de ça a au non-sens d'avoir toujours 2 cartes, une carte ci, une carte ça. Bref, c'est 2 photos. C'était aussi. Fait que ça s'en vient. Je sais que Martin Giroux de la STL avait vraiment ce souci-là d'amener l'accessibilité puis de faire le moins de cartes et de déplacements possible pour les usagers. Par la suite, les gens qui sont pas au transport adapté pour la billetterie là, ou du métro, ça, c'est un autre dossier. Là. Je ne sais pas après qu'est-ce qui va pouvoir être fait. Mais effectivement, on va y arriver. Je pense qu'il y avait justement ce dossier-là là, à la STL qui était en train de se régler. Je voulais juste donner un petit scoop. C'est bien correct, Mara. Merci. Merci, Mara. Guylaine? Écoutez, bonjour, Guylaine Cataford de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Donc, j'ai une question en lien avec les gens qui ont une déficience visuelle. Concernant l'autobus, évidemment, est-ce que la majorité de vos lignes d'autobus, quand les gens sont à l'intérieur, est-ce qu'il y a une annonce vocale pour les prochaines stations, pour les prochains arrêts, ou si les gens doivent télécharger une application? Ben, il y en a une annonce vocale et visuelle, mais honnêtement, elle ne fonctionne pas super bien en ce moment. On a des problématiques avec le système sonore là, pour que ça fonctionne à 100%. Ça fait partie de... Là, on va déposer un plan de développement de l'accessibilité pour les 5 prochaines années. Puis, ça fait partie de nos actions là, de faire en sorte que ce système-là soit 100% fonctionnel d'ici 2026. Là, on a des changements qui s'en viennent au niveau, c'est très technique, là, mais au niveau de nos moyens de diffuser ce message-là. Donc, on souhaite qu'il soit 100% opérationnel d'ici quelques années. Mais il existe dans certains autobus, vous pouvez l'entendre, dans d'autres, ça ne fonctionne pas, malheureusement. C'est ça la réalité actuellement. Parce que quand ça va être fonctionnel, ben, ça va être aidant pour les aînés aussi en général, là,
pas juste la clientèle avec déficience visuelle. Tout à fait. Puis on étudie aussi plein de solutions pour les clientèles à déficience visuelle, notamment des solutions technologiques, des innovations qu'on pourrait déployer pour faciliter les déplacements aussi. On fait ça d'ici les 5 prochaines années également. C'est bon. Merci. Mathieu, tu m'amènes à faire un lien avec ce que tu viens de mentionner. Puis ça a été nommé aussi dans la section où on a parlé un petit peu plus des horaires. Bon, on s'en est déjà parlé ensemble, mais il y a ce virage-là qui tend vers beaucoup d'informations par l'intermédiaire de la technologie, que ce soit le téléphone cellulaire, l'Internet, les horaires. Donc, on va dire évidemment l'impression des horaires en papier éventuellement pour la clientèle aînée qui n'est pas nécessairement super familière à 100% là, avec ces technologies-là. Quelle approche? Et je sais que la ligne téléphonique là, qui est accessible et qu'on peut toujours imprimer, mais est-ce qu'on a une pensée particulière là, pour cette difficulté-là en lien avec la population aînée? Ben, pour l'utilisation des technologies, tu mentionnes, Carole, pour les aider. Oui. Ben, là, bon, si on veut connaître nos itinéraires, si on veut recevoir des alertes, si on veut planifier, on fait beaucoup référence à l'Internet, au site web et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a quand même une préoccupation par rapport au fait que la population aînée n'est pas nécessairement super familière et techno? Ben, c'est certain que on est sensible à ça. Puis tantôt, je parlais du programme Mobilité inclusive là, qui s'en vient l'année prochaine, où on doit former des cohortes de gens. Puis c'est certain que ça va être abordé. Si un groupe d'aînés s'inscrit dans ce programme-là, on va aborder ça. On va les accompagner là-dedans. On va faciliter l'utilisation des technologies en leur montrant comment ça fonctionne. Il y a le centre contact client, évidemment, que vous pouvez contacter. Mais en plus, moi, je suis ouvert si vous avez des suggestions pour faciliter l'utilisation des technologies par les aînés. Ben, je suis tout oui là-dessus également. Il faudrait tout de même qu'il y ait quand même dans les loges certains horaires à la disposition des personnes aînées qui n'ont pas de téléphone, pas d'Internet, etc., puis qui ont peut-être juste le téléphone fixe à la maison. Quand je dis pas de téléphone, c'est cellulaire, là. Donc, ça pourrait être une alternative intéressante parce qu'il va toujours en avoir qui n'en auront pas. Tout à fait. Je pense que s'il y a ce besoin-là, contactez-nous, puis on n'est pas fermé du tout là, à y répondre. Juste une petite précision, dans le clavardage, il y a Annie qui mentionne, est-ce qu'on peut avoir toutes les informations et les détails par courriel, si c'est possible? À quel type d'informations, Annie, vous faites référence, juste pour bien comprendre? Merci. Oui, bonjour. L'information qu'on a vue maintenant, les photos avec les détails, tout ça que vous avez nous expliqué. OK, le PowerPoint. Alors oui, il n'y a pas de problème. Moi, je pourrais vous les faire parvenir sans problème. Tout à fait. S'il vous plaît, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à adresser à Mathieu sur le transport auprès des personnes aînées, les sujets qui ont été abordés aujourd'hui? Oui, Annie? Oui, parfois chez nous, le transport arrive. On peut dire 3 ou 4 clients à la même adresse. Il prend juste deux clients et les deux autres laissent. Je ne sais pas pourquoi, quand même, si les 3 ou les 4 sont à la même adresse. J'ai pas bien compris la question. Parce que quand le transport arrive chez nous, le transport régulier. Oui, on a des clients qui sont dans la même adresse. Parfois, ça arrive qu'il laisse 2 ou 3, il prend juste une. Mais est-ce qu'on parle du transport adapté ou on parle du transport adapté? Oui. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Je pense que le mieux, là... Oui? Ben, je pense qu'il faudrait... Est-ce qu'ils viennent chercher les 2, 3 autres clients un peu plus tard ou si vous parlez qu'ils les laissent complètement? Oui. Non, ils viennent chercher après. Okay, parce que le transport adapté, souvent, c'est que c'est
c'est vraiment un service le plus possible porte à porte. Donc, pour sauver du temps, des fois, je m'avance, là, sous toute réserve, là, je ne travaille pas étroitement avec eux, mais ils vont avec vraiment les origines, destination, donc les besoins. Donc, s'ils viennent chercher un client en premier pour l'amener à un point, c'est qu'ils vont chercher d'autres gens qui se dirigent vers la même destination. Et donc, refont un deuxième trajet là, par la suite pour répondre à la deuxième destination. Bien, moi, j'ajouterais à ça, Marie-Lou, je pense que c'est important aussi de s'assurer que chaque personne fasse sa réservation parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a réservé un transport et que c'est la même origine, même destination. Si le deuxième client n'est pas annoncé, c'est peut-être dans ces cas-là où ils ne prennent pas parce qu'ils peut-être qu'ils vont prendre d'autres gens en chemin aussi. Fait qu'il faut vraiment s'assurer que chaque personne ait réservé son transport pour qu'il soit vraiment bien, qu'il soit calculé et pris en compte. C'est ça, il y a plusieurs explications à ce scénario-là, mais moi, je vous invite, quand ça se produit puis que vous vous demandez pourquoi, ben, n'hésitez pas à nous contacter, puis c'est certain qu'il y aura une explication qu'on pourra vous donner là, par rapport à une situation comme vous mentionnez. OK. Merci, Mathieu. Merci. Merci, Annie. On a Mélanie, Monique et Mara. Mélanie, de la coopérative. Oui, merci. J'avais une question un peu plus particulière par rapport au transport adapté, mais je le sais que par moment, les gens ont le droit d'avoir un accompagnateur et que la demande doit être faite préalablement. Ma question se porte sur les gens qui auraient besoin d'un accompagnateur, non pas pour un motif plutôt physique, mais pour un motif de barrière linguistique importante. Donc, quelqu'un qui ne sera pas en mesure, par exemple, de comprendre ce qui va se produire dans le transport, au débarquement du transport en raison de la barrière de langue et donc a besoin d'un accompagnateur plus de cette nature-là. Est-ce que c'est le genre de choses qui pourrait être admissible? Je ne connais pas beaucoup là, les nuances d'admission pour un accompagnateur pour le transport adapté. Moi, à ma connaissance, la langue ne fait pas partie des possibilités d'avoir un accompagnateur, la barrière de la langue. Mais est-ce que mes collègues ont une autre information? Là? Moi, c'est ce que je pense. Moi, je ne m'avancerai pas, je ne sais pas, ça serait à vérifier. J'ai aucune idée, non. Parce que récemment, on a revu les critères pour avoir une carte d'accompagnateur sur le réseau régulier. Puis la barrière de la langue ne fait pas partie de ces critères-là, malheureusement. Ouais. Même sur le réseau régulier? OK. Oui, il faut une condition qui est approuvée par un spécialiste de la santé, un professionnel de la santé. Puis je ne pense pas que la barrière de la langue est une raison suffisante. Malheureusement, c'est quand même un bon point. Compte tenu de la quantité de réfugiés qu'on a accueillis à Laval, là, je vous dirais que c'est une situation que je rencontre de plus en plus souvent, en fait. Une personne qui va vraiment pêche complètement là, de se déplacer. Là. Oui, parce qu'ils ont beau faire le déplacement, ça ne sert à rien de faire le déplacement s'il n'y a pas personne pour leur expliquer ce qui va se produire lors de leur déplacement et à l'arrivée de leur destination, comme par exemple pour des rendez-vous médicaux, pour l'accompagnement dans un organisme communautaire. S'ils ne parlent pas la langue, il n'y a personne au point d'arrivée qui va être capable de parler la langue, la personne se retrouve entièrement démunie. Oui. J'en prends note, mais c'est ça, malheureusement. Okay. Merci à Mélanie d'avoir soulevé ce point important. Ouais. Monique, du Qatar. Oui, c'est ça, Monique Bernatchez du Qatar. Donc, moi, j'avais une suggestion à faire parce que je vois que vous avez une ouverture pour planifier du transport au niveau des grands centres communautaires. Moi, je parle pour les centres communautaires pour aînés. Je pense qu'on devrait peut-être prendre le lead, les centres communautaires aînés, de se concerter, de faire une demande au lieu de faire 5-6 demandes, puis de voir dans les trajets début et fin de journée pour faciliter le transport de gens aussi pour venir à nos activités. Parce qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement des handicaps, mais à un moment donné, c'est comme pas facile les trajets d'autobus, hein? C'est long pour se rendre à certains centres. Puis je pense qu'il y aura un circuit qui serait faisable, qui serait intéressant pour les plus grands là, à volume d'utilisateurs de centres communautaires aînés. C'est une suggestion. Puis je pense en faisant ça collectivement, consultation, vous allez recevoir une demande, la STL. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis 110% d'accord avec vous là, de consolider les demandes en une seule demande. Ça vient apporter un poids supplémentaire à cette demande-là. Puis de notre côté, ça facilite la tâche. Là, donc, c'est parfait comme ça. J'adore la suggestion. Bien, merci. Merci, Monique. Un beau mandat. Sarah?
J'étais justement en train d'écrire un petit message dans le chat parce que j'ai carrément oublié ma question. Mais pour des questions vraiment plus précises au transport adapté, l'admission, on est l'ALTA, là. On est un organisme qui aide énormément dans l'admission, dans les problématiques. Puis Mélanie, pour tes réfugiés ou pour les personnes là, qui ont besoin d'assistance, c'est sûr que la langue, non, n'est pas un critère, là. On ne peut pas, mais la TSL ne le fait pas dans ces cas-là non plus. Mais si la personne est admise au transport adapté pour une autre raison, elle a le droit à l'accompagnateur, n'importe quel accompagnateur qu'il serait. Donc, on s'entend que si elle devient son interprète, ben, ça peut aider énormément. Mais c'est certain que le premier handicap la limitation doit être au physique ou autre. Là-dessus, je pense. Mais c'est sûr, des fois, ça peut aller complémenter si on a un petit problème, autre chose. C'est sûr que là, il ne faut pas non plus, on s'entend, c'est pas ça la raison. Là, donc, non, puis la personne dans ma tête en ce moment, il est en fauteuil roulant, là, je veux dire. De toute façon, il y aurait le droit à un accompagnement. Il Okay. aurait le droit. Donc, son accompagnateur, après, c'est lui qui le décide. Ça peut être une journée son interprète, le lendemain matin, sa femme, là, son ami. Bref, ça, c'est la personne qui fournit l'accompagnateur. C'est pas le transport adapté. Mais c'est sûr que là, c'était plus les gens présents, c'était pour la SL, le réseau régulier. Fait que c'était juste, je pense, une question plus précise, peut-être les appeler au centre client, au transport adapté. Ou si on est là aussi à l'ALTA, on prend le temps de vous aider. Puis après, quand on ne sait pas, bon, on appelle, mais pas Mathieu, mais on appelle les gens à la STL. Merci. C'est un beau complément, effectivement. Là. Puis c'est important de connaître aussi les associations comme la tienne, Mara, qui offrent ce service-là. Puis s'il y a des demandes ou des questions qui sont plus spécifiques en lien avec le transport adapté, je pense que tu es une bonne personne ressource aussi pour ça, en complément avec la STL, évidemment. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour Mathieu et Amélie en lien avec les sujets dont on a parlé aujourd'hui? Puis j'en profite pour vous rappeler qu'évidemment, si vous désirez obtenir la présentation PowerPoint, vous avez juste à m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir de vous la transmettre. Et puis, d'ici la fin de la journée ou demain ou plus tard, on déposera l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui sur la chaîne YouTube de la table régionale de concertation. Carole, parenthèse, la présentation, je t'enverrai une version sans les notes, sans nos notes, que tu pourras te transférer à tous, OK? OK, super, parfait. Merci. Génial. Valérie, oui, le PowerPoint, parfait. Donc, juste m'envoyer un courriel à l'adresse de la table et puis je vais pouvoir vous l'acheminer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça semble complet. Bien, écoutez, merci beaucoup de votre disponibilité et de votre intérêt là, sur le sujet du transport auprès des personnes aînées puis de ce qui est offert par la Société de transport de Laval. Merci Mathieu, merci Amélie et Marie-Lou pour votre disponibilité à préparer cette présentation-là et disponibilité à répondre aux questions. Ça a été pas intéressant. Puis, c'était très clair et complet. Merci, Carole, ça fait plaisir. Merci de l'opportunité aussi. Ça fait plaisir. Alors, merci tout le monde. Tu peux mettre fin à l'enregistrement, Mathieu. On vous souhaite une excellente journée. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, faites-les-moi.